Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium. Coucou tout le monde, vous êtes bien sur Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Je suis Lucie, et comme à mon habitude, je suis accompagnée de la magnifique Émilie. Oui, coucou tout le monde. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de notre format La Question, avec un K très important. Et aujourd'hui, pour la question de quoi allons-nous parler, nous vous avions donné quelques indices précédemment, notamment dans le dernier épisode qui est sorti, qui était un Si c'est vrai, où on vous avait donné l'indice qui était hélice. Et également sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur Instagram et TikTok, où on vous avait partagé la vignette de l'épisode avec quelques indices glissés dedans pour ceux qui ont vu. Il y avait un hélicoptère et de l'ADN, 2 brins d'ADN. Alors peut-être vous vous dites de quoi on va parler aujourd'hui, et peut-être vous êtes dit j'ai juste lu le titre et j'ai compris parce que c'est marqué dans le titre. Exactement. Mais nous allons parler de Rosalind Franklin. Oui! Et du coup de la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Alors pour commencer cet épisode, nous allons d'abord vous parler un peu de l'ADN et ce que c'est. Est-ce que Émilie, tu veux bien commencer par expliquer ce qu'est l'ADN? Bien évidemment. Alors déjà, ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Bon voilà, au moins vous le savez. Et en gros, ça permet de stocker notre information génétique, qu'on appelle aussi le génome. Et aujourd'hui, je vais rapidement vous expliquer sa structure parce que ça sera important pour l'histoire d'après. L'ADN, c'est 2 brins parallèles qui tournent dans 2 sens opposés. Donc un brin va tourner de droite à gauche et un autre de gauche à droite. Et ces 2 brins qui ressemblent un peu à 2 escaliers en colimaçon, on va dire, ça va représenter des colonnes sucre-phosphate. Vous verrez, vous allez comprendre plus tard. Et à l'intérieur de ces 2 brins, on va avoir des marches d'escalier. Et ça, c'est les paires de bases azotées. Donc vous les connaissez aussi, adénine, cytosine, guanine ou thymine par exemple. Les fameux. Et du coup, cette molécule, elle a été identifiée en 1869 par le médecin suisse Johann Friedrich Miescher. Et à l'époque, il ne l'avait pas appelé ADN, mais il l'avait appelé nucléine. Et si on continue un peu, on retrouve Gregor Mendel sur sa théorie de l'hérédité. Donc il a fait des petites expériences sur des petits pois. Et en fait, il a trouvé que les caractères se transmettaient de génération en génération. Et à cette époque, justement, de Mendel, ce qui restait inconnu encore sur l'ADN, c'était sa structure torsadée. En fait, la double hélice de l'ADN, on la connaissait pas en fait. Et aussi la manière dont l'ADN stockait les informations et comment ces informations se copiaient, c'est ce qui restait encore inconnu. Et donc dans les années 1950, il y a des scientifiques qui vont travailler sur ces questions, notamment les fameux James Watson et Francis Crick, que vous connaissez sûrement, qui étaient chercheurs à l'université de Cambridge en Angleterre, notamment dans le laboratoire Cavendish. Et Watson et Crick étaient en concurrence avec un chercheur américain qui travaillait aussi sur la structure de l'ADN, qui s'appelait Linus Pauling. Donc voilà pour un contexte rapide autour de l'ADN. Maintenant, on va se pencher plus précisément sur Rosalind Franklin et tout d'abord, du coup, son enfance. Rosalind Franklin est née le 25 juillet 1920 à Londres. C'est la deuxième d'une fratrie de 5 et elle vient d'une famille juive plutôt aisée. Depuis toute petite, elle a été attirée par les sciences, c'est vraiment son kiff depuis toujours. Et c'est pour cela qu'en 1931, elle rejoint l'école privée pour filles de Saint-Paul à 11 ans. Et à cette époque, c'est un des seuls établissements enseignant la chimie et la physique aux filles. Et en plus du coup de cette école à Saint-Paul, elle va aussi étudier le français à Paris. Et quelques années plus tard, du coup en 1938, elle va revenir au Royaume-Uni pour aller au collège pour femmes de Newham de l'université de Cambridge pour y étudier la chimie, évidemment. Et du coup, elle va y découvrir les travaux du professeur William Bragg, qui est aussi surnommé le père de la cristallographie au rayon X. Et en fait, elle est totalement fascinée par ses travaux. Mais c'est quoi la cristallographie au rayon X ? Mais tu fais bien de me poser la question. Alors déjà, les rayons X, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc par exemple, c'est utilisé pour faire nos radios aujourd'hui. Et en fait, grâce à ce rayon X, on va pouvoir analyser la structure des matériaux et plus précisément étudier l'agencement des atomes à l'intérieur d'un cristal. Bon, pour vous expliquer rapidement, on va envoyer ce rayon X sur le cristal et le rayon va diffracter, donc c'est-à-dire qu'il va changer de direction quand il rencontre un obstacle. Et grâce à ça, on va pouvoir suivre le chemin du petit rayon et on va comprendre la structure interne du cristal. Et tout ça, c'est grâce à William Bragg et à sa loi. Ok, trop bien. Et du coup, en 1942, durant la Seconde Guerre mondiale, elle va continuer ses travaux sur la porosité du charbon, parce qu'elle étudiait ça avant, et en même temps, elle va aider à la protection des civils. Et ses travaux sur le charbon vont d'ailleurs conduire à faire des meilleurs masques à gaz pour les Anglais.
Et vous vous demandez: «Mais quel rapport entre charbon et masque à gaz?» C'est là que j'arrive. En fait, le charbon, vu que c'est très poreux, vous savez, comme les pores que vous avez sur la peau, ces sortes de trous, ça va permettre l'absorption de substances, du coup très utile pour les masques à gaz. Et juste pour expliquer rapidement, la différence entre absorption et adsorption, si vous avez bien entendu. En fait, absorber, ça va permettre de capturer des substances à l'intérieur, donc comme une éponge. Et adsorber, la substance va rester sur le bord, quoi, mais elle va s'accrocher. Voilà, petit moment de culture générale. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, elle va obtenir un doctorat pour ses travaux en 1945, et en 1947, elle va en France, au CNRS, plus précisément dans le Laboratoire central des services chimiques de Paris, et c'est là-bas qu'elle va se former à la cristallographie au rayon X, accompagnée par Jack Mehring, qui est un ingénieur français d'origine lituanienne, et qui est spécialiste du domaine, et à ce moment-là, elle va utiliser cette technique pour déterminer la structure du charbon, toujours. Et après, en 1951, donc grâce à ses travaux, elle va avoir une bourse pour travailler au King's College, et du coup taffer sur, la cristallographie aux côtés de Maurice Wilkins, donc un physicien britannique d'origine néo-zélandaise. Et retenez bien son nom, retenez Oui. bien Maurice, parce qu'il va être très important pour la suite de l'histoire. Maurice, fais attention à toi. Et voilà, et en fait, on lui a demandé aussi de créer son propre laboratoire, en fait, pour étudier l'ADN. Et donc voilà, on a fini un peu le contexte justement de Rosalind Franklin. Là, ne vous inquiétez pas, on va reparler d'ADN. Juste un mini aparté, parce que là, on est dans les années 50, à partir de ce moment-là où elle arrive au King's College. Et juste pour dire que, justement, dans les années 50, les femmes dans les sciences, c'est très compliqué comme situation. Elles sont pas vraiment respectées par leurs homologues masculins et c'est très compliqué pour elles de travailler déjà juste dans les sciences, en fait. Ouais, par exemple, bah, il y a une grande hostilité entre Maurice, je vais l'appeler Maurice parce que j'aime bien, et Rosaline. Bah, en fait, elle a été recrutée comme sa collègue, en fait, comme deux entités aux mêmes égalités, quoi. Et en fait, non, il la prend vraiment comme son assistante. Et en fait, la relation est très mauvaise. Et du coup, en fait, Rosaline, elle va pas du tout partager ses découvertes avec lui. Boss lady. Exactement. Parce que voilà, à cause de cette mésentente. Et voilà, et en plus, pendant cette période, bah, les salles pour faire la petite pause déj ou les salles communes, bah, en fait, elles sont réservées qu'aux hommes. Et du coup, Rosaline, elle est totalement mise à l'écart de cette vie, en fait, scientifique. Voilà. Donc voilà, juste ce petit contexte très important pour la suite de l'histoire, notamment justement sur la découverte de la double hélice de l'ADN, vous allez voir. Maintenant, on va rentrer dans le sujet. Justement, qu'est-ce qui s'est passé justement, comment s'est passée en fait cette découverte de la double hélice de l'ADN. Alors faut savoir, du coup, on a dit là, Rosalind est au King's College avec Wilkins, Maurice, de son petit prénom, et elle y travaille justement l'ADN. Et un beau jour, Rosalind, elle va donner une conférence sur l'ADN, une conférence qui est ouverte à... Alors je sais pas si c'est au public, entre guillemets, mais bon, c'est ouvert à plein de gens. Et justement, Watson, le fameux, il va y assister. Parce que ce Watson, il a pas tout compris en fait à cette conférence, il a pas tout capté. Et en plus, comme c'est une femme qui fait une conférence, lui il est pas content, parce qu'on se rappelle dans les années 50, femme et science, bah non en fait. Du coup, évidemment. il va pas trop aimer Rosalind. Mais bon, malgré le fait que son ego ait été un peu touché parce qu'il a pas tout compris, il a quand même pris des notes de cette conférence. Et justement, il va utiliser après... Il avait le droit d'ailleurs, je précise, d'utiliser ses résultats et de les noter. C'était pas une conférence où ce qui est partagé, Rosalind, c'était strictement fermé ou quoi que ce soit. Donc, il va prendre des notes de cette conférence. Et en 1951, donc Watson, avec son collègue Crick, ils vont eux aussi faire une conférence sur leur nouvelle découverte. Mais quelle est cette découverte en fait? Ils vont présenter un modèle de l'ADN qui est en 3 brins qui s'enroulent les uns autour des autres. En fait, c'est une triple hélice. Sauf qu'en fait, spoiler alerte, c'était pas la bonne structure. Déjà parce que, bon, il n'y a pas 3 brins, mais aussi parce que leur modèle, il présentait justement les fameux squelettes sucre-phosphate dont on parlait au tout début qu'il y avait dans l'ADN. Ces squelettes sucre-phosphate, eux, ils les mettaient au centre de l'hélice. Alors que, comme l'a dit Émilie, ils sont à l'extérieur, ils sont pas au centre. Si vous écoutez bien. Et oui, suivez bien, ils sont pas au centre. Et c'est Rosalind, notamment, qui va leur dire que votre modèle, là, Watson et Crick, il marche pas. Enfin, genre, les sucres, ils sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Enfin, c'est pas fou, tu vois. Du coup, elle dit ça, puis ensuite, elle rentre au King's College. J'aurais dit, non, c'est faux, et elle s'en va. Et du coup, Crick et Watson, ils l'aiment encore un petit peu moins, quoi, parce qu'ils se disent, pas cool. Enfin, en plus, on se rappelle... C'est une femme. Ils ont pris un coup à l'ego globalement. Et juste pour préciser aussi, le modèle à 3 brins et le sucre phosphate à l'intérieur,
C'est aussi un modèle qu'a proposé Pauling, qu'on a cité au tout début, Oui. qui est un des deux entités avec James et Oui, c'est Watson l'américain et qui travaille aussi Francis sur la Crick. structure de l'ADN, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc en gros, ils sont un peu tous en soi collègues, enfin, ils partagent aussi un peu leurs résultats, donc voilà, c'était juste une petite précision. Mais du coup, pour en revenir, Rosaline, ok, elle dit que leur modèle est pas bien, mais qu'est-ce que elle propose? Eh bien alors, sache que elle et son doctorant, parce qu'elle a un doctorant qui la cite aussi dans ses recherches qui s'appelle Raymond Gosling, eux deux, ils vont travailler ensemble et ils vont découvrir que la forme et la torsion de l'ADN, c'est-à-dire comment l'ADN va se tourner, comment les brins vont s'enrouler, et bah cette forme et torsion de l'ADN va être modifiée en fonction de la teneur en eau. C'est-à-dire qu'en fait, au contact de l'eau, l'ADN va un peu changer de forme, et donc ils vont découvrir qu'il y a deux formes de l'ADN. Incroyable. Donc on a la forme A qui est dite sèche, qui a pas d'eau, elle est sèche quoi. Et la forme B qui est dite humide, où il y a donc de l'eau. Et justement la forme B humide, c'est la forme la plus classique qu'on va retrouver le plus souvent, alors que la forme A, c'est-à-dire sèche, elle va être plus rare comparée à l'autre. Exactement. Et du coup, après ces découvertes, en mai 1952, ils vont faire une série de photos en fait d'une petite fibre d'ADN pour en fait comprendre mieux sa structure. Du coup, ils vont bombarder une fibre de rayon X pendant environ une centaine d'heures, ce qui est énorme. Et en fait, ils vont tirer une photographie, plusieurs, mais une qui est très importante, la photographie 51. Waouh! Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est une photo d'une forme B, donc hydratée, donc la classique. Et c'est la toute première photo de cette forme qui est prise ever, genre. C'est fou. Et sur la photo, on distingue des taches qui forment une sorte de X. Et du coup, bah, en fait, ça sous-entend que la structure, elle est hélicoïdale. En gros, que bah, y a deux brins qui tournent, enfin, comme je vous ai décrit au début. Et en plus, attention, les squelettes sucre-phosphate, ils sont à l'extérieur. Voilà. Elle avait raison, le modèle de Crick et Exactement. Watson ne marchait pas. Trop forte. Les losers. Bref, et du coup, c'est une sacrée avancée pour l'époque, parce qu'on n'avait jamais du coup photographié ce genre de choses. Et bah, on peut mieux comprendre la structure de l'ADN, c'est fou. Ouais, et à partir de ce moment-là, tout va s'enchaîner un peu rapidement. On va avoir, un an plus tard, en avril 1953, où on va avoir 3 articles qui sont publiés dans la revue Nature. Et quels sont ces 3 articles? En fait, après justement avoir pris cette photographie 51, Rosalind, elle va... parce que, comme Émilie l'a dit, ils ont photographié... Enfin, ils ont bombardé de rayons X le brin d'ADN pendant 100 heures. 100 heures, ça fait beaucoup de photos. Ça fait énormément de photos. Et du coup, elle va mettre à peu près un an à analyser toutes ces photos. Et une fois qu'elle a fini d'analyser ces photos, je suppose avec l'aide de son doctorant, eh bien, elle va publier un article justement qui présente ces résultats de ces analyses. Notamment de la photo 51. Et du coup, en même temps qu'elle va publier cet article, il y a Watson et Crick qui vont eux aussi publier un article, et eux, ils vont présenter un modèle, justement, de l'ADN en double hélice. Alors que Rosalind, elle va juste présenter des résultats, elle va pas créer de modèle. Et Wilkins, dans le même temps, aussi va publier un article sur la même chose. Donc ces 3 articles sont publiés en même temps, dans le même numéro de Nature, sauf que dans ce numéro de Nature, l'ordre des articles, d'abord celui de Watson et Crick, ensuite celui de Wilkins, puis celui de Rosalind. Mais attends, mais comment c'est possible qu'ils ont aussi publié les résultats de Franklin? Ça n'a pas de sens. Ben, en fait, moment un peu dramatique, en fait, c'est que Maurice, on vous a dit de bien retenir son nom à Maurice Wilkins, il va, entre guillemets, trahir Rosalind. Je dis entre guillemets, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, il a montré la photo 51 à Watson sans prévenir Rosalind qu'il a montré la photo à Watson. Exactement. Bon, pour remettre dans le contexte, vous êtes tous choqués là déjà. En fait, elle a quitté le King's College, donc on ne sait pas exactement pourquoi. Certains disent c'est parce qu'elle est issue d'une famille juive, d'autres c'est parce qu'il y avait beaucoup de mésententes avec ses collègues, comme on a expliqué juste avant. Et du coup, elle quitte le King's College pour déménager à Londres, au Birkbeck College. Et donc, en fait, elle va pas vraiment tirer beaucoup de choses de ses recherches au King's College et elle va laisser toutes ses recherches et ses résultats là-bas. Ouais, et apparemment, du coup, selon plusieurs sources, justement, quand elle serait du coup partie au Birkbeck College, il y a Maurice Wilkins qui serait rentré dans le bureau de Franklin et qui aurait pris dans un de ses tiroirs sans son consentement, du coup, la photo 51, justement, et qu'il l'aurait montrée à Watson. Après, on sait pas exactement si il l'a fait, enfin, il a voulu la trahir ou s'il savait pas. Enfin, tout ça, c'est des
des détails historiques qu'on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Et voilà, on vous partage. Et du coup, en fait, en montrant la photo à Watson, il capte direct que c'est la structure de double hélice de l'ADN. En fait, pourquoi l'article de Watson et Crick a été beaucoup plus important et a impacté beaucoup plus l'époque? D'après une étude de 2023 de Cobb and Comfort, en fait, Rosaline, elle était très mathématique, mais elle était moins modèle. Et du coup, en fait, Watson et Crick, eux, ils ont créé un modèle comme tu l'as dit juste avant. Et du coup, c'est pour ça que ça a été beaucoup plus impactant et qu'elle n'a pas été reconnue comme découvreuse de cette double hélice. Et aussi, en fait, Rosaline, apparemment, elle s'intéressait beaucoup plus à la structure A de l'ADN parce qu'il était beaucoup plus rare. Et aussi parce que, en fait, vu que c'était plus humide, c'était plus ordonné. Et du coup, pour elle, c'était mieux. Voilà, Oui. globalement. Et aussi, comme je le disais juste avant, l'ordre dans lequel les articles sont apparus, c'est aussi un facteur de pourquoi on retient Watson et Crick plutôt que Rosalind. Oui. Parce que le fait que l'article de Watson et Crick est en premier, ça sous-entend que, entre guillemets, c'est eux qui ont fait la recherche et qui ont créé toute cette réflexion autour de la structure en double hélice, et que c'est Rosalind, comme c'est celui qui est en dernier, qui se serait inspiré de Watson et Crick, alors qu'entre guillemets c'est l'inverse, c'est Watson et Crick qui se sont basés sur les résultats des analyses de Rosalind pour faire leur article. Mais du coup, leur article est mis en premier, c'est pour ça qu'on retient que eux, finalement. Alors malgré tout ça et toutes ces raisons, il y a quand même une certaine controverse autour de la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. En fait, tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Évidemment. Déjà, à l'époque, et même en fait aujourd'hui, dans la communauté scientifique, les résultats, ils sont un peu partagés entre collègues. Il n'y a pas vraiment une individualité pure. Par exemple, Maurice Wilkins, en montrant la fameuse photo 51 Watson, en fait, peut-être qu'il n'était pas dans l'optique de trahir Franklin, mais qui partageait des résultats et qui se rendait pas forcément compte de l'importance de la photo et tout ce que ça allait engendrer, en fait. Aussi, d'après certaines sources, Rosalind Franklin n'aurait jamais soutenu le fait qu'on lui ait volé ses résultats et cette découverte, mais après, soit en fait vraiment elle s'en fichait, soit elle a peut-être juste pas eu l'occasion de le dire, on sait pas. Et aussi peut-être elle ne se serait pas rendue compte de l'importance de sa découverte. Autre point, le fait que Franklin et Watson et Crick se détestent mutuellement est remis en cause par certaines sources qui disent que Rosalind Franklin, elle serait par exemple passée chez Watson une fois comme ça. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. Oui, voilà, c'est assez romancé de dire voilà, que Franklin s'est fait voler, qu'il y avait une forte animosité entre elle et Watson et Crick. Voilà, c'est un peu pour rajouter de l'histoire à l'histoire. Mais voilà, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé parce qu'on n'était pas là-bas. Voilà, tout est nuancé. Et en tout cas, que cette découverte soit volée à Franklin ou pas, il reste important de reconnaître ses travaux, que ce soit sur l'ADN et aussi sur le charbon et l'ARN de certains virus, parce que oui, après être partie du King's College, elle va diriger une équipe de recherche au Birkbeck College sur la structure moléculaire du virus de la mosaïque du tabac, et elle va aussi travailler sur d'autres virus, et plus particulièrement sur leur ARN, qui est l'acide ribonucléique, qui ressemble à l'ADN mais qui n'a qu'un seul brin, et l'ARN a de multiples fonctions, mais je vais pas les détailler ici, sinon ça prendrait trop de temps. Mais en tout cas, tous ces travaux sur les virus vont conduire à créer de nombreux vaccins, et donc en fait, elle pose les bases de la virologie structurelle, ce qui est quand même badass. Fast Lady. Bon, j'espère que ça vous a plu parce que maintenant on va parler de sa mort. Donc, super transition. Le 16 avril 58, à Londres, elle nous quitte à 37 ans, donc c'est très jeune. Elle est morte d'un cancer de l'ovaire qui est sûrement en fait dû à l'exposition des rayons X. Voilà, c'est des suppositions, mais bon, ça ne nous étonnerait pas trop. Et en fait, petit fun fact, elle n'a jamais su que Wilkins avait pris la photo 51. Choquée. Voilà, donc justement, ça peut alimenter justement cette controverse qu'on parlait juste avant. Et du coup, elle est morte en 58, et en 62, il y a Watson et Crick qui vont partager avec Wilkins un prix Nobel sur justement les premières études sur la diffraction des rayons X sur l'ADN. Enfin, ils vont recevoir un prix Nobel en fait pour avoir découvert la double hélice de l'ADN. Et du coup, oui, Rosalind Franklin ne le recevra pas parce que les prix Nobel ne peuvent pas être décernés posthumes. Et durant le discours pendant le prix Nobel, il y a seulement Maurice Wilkins qui va mentionner très vite fait Rosalind dans son discours, mais tous les autres ils vont pas la mentionner. Juste Watson, plus tard, il va écrire un livre qui s'appelle La double hélice, enfin The Double Helix, où il va raconter sa vie et justement l'ADN, la découverte, tout ça. Et il va dire que Rosalind, elle a pas spécialement contribué à découvrir la structure de l'ADN. Il va minimiser son travail, quoi. Et après, on découvrira plus tard que Watson a des propos racistes, homophobes, sexistes, tout ce que vous voulez. Bref, Watson est un bel homme. Pour finir sur Watson, il est mort l'année dernière. Enfin, je trouve ça fou.
Ce mec était toujours là en 2025, quoi. Stoppez-le, je vous en supplie. Voilà, et en fait, plus tard, Crick va aussi reconnaître le rôle de Rosalind Franklin dans la découverte. C'est bon, c'est mieux que rien, j'imagine, mais bon, tout ça, ça sera après sa mort, donc finalement, voilà, ça n'a plus trop de sens. On a fini sur la vie de Rosalind Franklin. C'était Oui. très intéressant. Moi, j'ai adoré faire des recherches sur Ouais, elle. c'est trop Je trouvais bien. ça passionnant. Et elle est, en fait, Boss Lady, Bah vraiment, ouais, elle de est fou. trop forte. En plus, tout le monde disait qu'elle avait un caractère de fou, genre elle se laissait pas faire et tout. Enfin, vraiment, je C'est bien. l'adore. Et bon, c'était peut-être un peu long, mais c'est ok. On espère que vous avez appris des choses, que vous allez retenir son nom Oui. au moins, et ses recherches. Et aussi, retenez que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, j'adore cette phrase. Mais que... J'adore. Attends, y a pas une expression pour dire ça Bah Putain, c'est ça, non? attends. C'est pas ça? C'est pas manichéen. J'ai pas la ref, mais c'est ok. Bref. Mais du coup, on espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur Rosalind Franklin et justement l'histoire de la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ça sera un Si c'est vrai, voilà, on va discuter Ouais. tous ensemble pendant une petite 50aine de minutes peut-être. Et ça va être top. Sûrement plus. Mais non, mais ça va aller. Et n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok et Instagram pour être au courant des prochaines sorties d'épisodes et pour avoir les prochains indices de la prochaine, la question. On espère que ça vous a plu et à la prochaine. À dans 2 semaines, bisous. Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium.